Enseigner l'histoire, c'est ouvrir les esprits. Ouvrir signifie mettre en communication avec l'extérieur un espace clos en faisant tomber ce qui enferme l'accès. En ce qui concerne l'histoire, le premier obstacle à lever réside dans la conception commune que l'on s'en fait, comme ce qui est advenu à une époque révolue. Ce qui induit une idée de finitude, d'imperméabilité entre présent et passé, et au fond, si on pousse le raisonnement, de vacuité de la démarche intellectuelle dont les résultats n'auraient aucune prise sur la réalité qui s'impose à tous. Par ailleurs, comprendre l'histoire comme un récit à finalité mémorielle revient à sous-estimer la dimension analytique de ce qui est aussi une science, dont l'objectif prioritaire n'est pas tant d'établir des compilations que de dégager des enchaînements logiques entre les faits et qui ne se résument d'ailleurs pas au seul lien de causalité. Dès lors, quand on enseigne l'histoire à l'université, la première mission consiste à désacraliser l'érudition qui n'est absolument pas une fin en soi, plutôt une propédeutique à la compréhension de phénomènes humains complexes. Enseigner l'histoire, c'est donc s'efforcer de faire pénétrer le plus grand nombre dans les arcanes de sociétés anciennes, profondément exotiques, parce que lointaines et étrangères à notre univers actuel, du moins en apparence. Le deuxième obstacle qui se dresse entre l'enseignant en histoire et son public est constitué par l'ensemble des prénotions, des idées reçues, des préjugés avec lesquels on aborde l'histoire, trop souvent tributaire de schémas idéologiques qu'elle est censée illustrer. Par conséquent, le plus gros du travail ne consiste pas seulement à transmettre des notions. Cela consiste peut-être aussi et surtout à déverrouiller les esprits, quitte à les bousculer, pour les mettre en capacité d'accueillir une réalité plurielle, non univoque, régie par ses propres codes, eux-mêmes inscrits dans un contexte spécifique. C'est pourquoi enseigner l'histoire vise surtout, à mon sens, à transmettre au public l'esprit critique, c'est-à-dire à lui apprendre à démêler le vrai du faux, en s'appuyant sur le croisement de sources hétérogènes, mais préalablement décryptées, en vertu de méthodes anciennement éprouvées, mais toujours efficientes. Cela dit, cela consiste surtout à amener le public à questionner les discours d'autorité de toute nature et, au fond, à mener sa propre enquête, ce qui est le sens littéral du mot histoire. Ce n'est qu'à ce prix que se constitue le véritable savoir, par l'appropriation personnelle, responsable et constructive des notions et des méthodes. Ainsi, enseigner l'histoire, ce n'est pas uniquement assumer un magistère, c'est endosser la fonction de passeur, capable d'emmener son public vers un ailleurs cognitif, où il devient possible de s'émanciper des frontières spatio-temporelles, de faire varier les échelles d'observation, de déconstruire les vulgates, de s'initier au relativisme, de mesurer la permanence et les écarts du comportement de l'animal social dont l'histoire fait son objet, au même titre que les sciences humaines avec lesquelles elle fonctionne en parfaite complémentarité. Image, imago, imagination, comment nourrir l'imagination. En intitulant sa leçon académique « La petite poussette », Michel Serres laisse penser qu'il fait référence au conte de Charles Perrault et que la leçon à tirer est que le meilleur enseignement consiste à semer autant de cailloux blancs, cailloux qu'il suffit de ramasser pour trouver le chemin de la connaissance. Leçon d'hier, jeu de mots. Il fait en fait référence à ce geste compulsif des doigts tapotant sur les tablettes, permettant à toute une génération d'aujourd'hui d'avoir ainsi accès au savoir. Au savoir ou à la connaissance? Au savoir-faire. La couverture du livre que le philosophe en a fait offre à voir pixelisée une reproduction de la peinture de Michel-Ange au plafond de la chapelle Sixtine, la création d'Adam, quand la main de Dieu, ou plutôt son index, rejoint la main du premier homme, ou s'en disjoint du bout du doigt. Simplicité sublime du geste qui évoque l'origine
est la cause de l'existence. Ici, doit pointer, commander du regard, la main abandonnée, reconnaissante. Création, mais aussi libération et donc responsabilité. À qui se doit d'enseigner en médecine non seulement l'anatomie, non seulement la techné, mais aussi le geste et la gestique, cette image à valeur métaphorique. Image, disions-nous. L'image est péremptoire. Elle a toujours le dernier mot. Aucune connaissance ne peut la contredire, l'aménager, la subtiliser, écrit Roland Barthes. Imago, masque mémoire, parce que le lien entre le maître et l'élève ne peut s'exonérer d'une certaine dimension analytique. Demain ne peut s'affranchir de la connaissance d'hier. Imagination, c'est cet espace de liberté offert, celui qui sépare les deux doigts, ce fragment de ciel entreaperçu, un univers à bâtir, une universalité.